Donc voilà, nous faisons tout ce qui permet d'aider les capacités du cerveau. Nous travaillons donc sur les neurones. Et Braining, donc la société a plusieurs pôles, à 5 pôles exactement. Elle a un pôle, vous pouvez voir, de production. On produit des manuels, on produit des histoires, on produit des applications sur tablette. On a un pôle conseil, où on conseille des parents, des personnes qui ont des difficultés en direct. On a aussi un pôle atelier, où on travaille avec des enfants, des adolescents, des adultes en direct. Et puis, on a des pôles formation, où nous formons des personnes, des parents, des professionnels, pour qu'ils puissent s'occuper des personnes qui ont des difficultés. Et aussi un pôle recherche, parce que nous sommes dans une constante évolution, nous voulons nous améliorer sans cesse. Alors, je suis Christine Mayer, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette de professionnelle, je suis enseignante de métier, et de parents aussi, puisque mon 4e fils est né avec un handicap très profond. Et à 6 mois, les médecins m'avaient dit qu'il resterait un légume toute sa vie. Voilà, donc maintenant, il parle, il marche, il fait de la comptabilité, il fait tellement de choses, c'est merveilleux, il a progressé d'une manière incroyable. Ça s'est pas fait en un coup de baguette magique, hein, je me suis formée à plein de choses. Tout ce que je pouvais faire pour l'aider, j'étais en constante recherche. Et donc, j'ai voulu mettre au service des parents et des professionnels le fruit de mes recherches et le fruit aussi de mon expérience. Alors, qui va profiter de la métapédagogie? Par exemple, Anis, 3 ans, qui est arrivée en courant partout, en sautant sur les tables, en criant partout, mais il n'arrivait pas à faire de sons intelligibles, il n'arrivait pas à répéter, il n'arrivait pas à obéir à des consignes, et on avait même dit de lui qu'en fait, il était impossible de lui apprendre quoi que ce soit. Voilà, il est arrivé comme ça. Nous avons travaillé avec lui pendant 5 jours en équipe, et en 5 jours, il est arrivé à devenir de plus en plus calme, même une fois à s'endormir dans mes bras. Il a travaillé, il a réussi à obéir à des consignes simples d'orientation spatiale. Il a même dit O, alors qu'il ne savait pas répéter les voyelles. Il a répété les voyelles. Il a compris comment les voyelles pouvaient se mettre ensemble pour A et U, qui faisait O, par exemple, aussi. Et il a même compris les doubles consignes, les tableaux à double entrée, que je ne sais pas si vous savez, mais ça se fait normalement en grande section. Et il a compris les nombres comme les nombres jusqu'à 5. Il les a associés à des quantités. Il a même fait des décompositions. Et puis, il a appris encore des tas d'autres choses, les formes, les couleurs, les parallèles, les angles droits, plein d'autres choses. Ça a profité, par exemple, aussi à Isaac. Isaac, quand il est arrivé, il avait 4 ans. Il y avait une agénésie du corps calleux. Et pareil, il ne savait pas. Il était par contre extrêmement passif, mais il ne disait rien du tout avec sa bouche, donc pas de cri. Et au niveau des apprentissages, il ne savait rien. Et donc, on a travaillé avec lui. Et au bout de 5 jours, il a répété toutes les voyelles. Il a compris les nombres lors des compositions. Il savait dire que, par exemple, le complémentaire de 2 était 3, mais en le comprenant. Et puis, et il a commencé à parler. Et ça, c'était vraiment fantastique. Maintenant, il parle. Et il a appris encore d'autres choses, hein, l'orientation spatiale et autres. Ça a profité, par exemple, à Raphaël, 13 ans, avec une trisomie 21, qui qui savait lire certains mots d'une manière globale et qui connaissait la comptine numérique. Vous savez, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais elle n'avait pas compris ce qu'était le nombre, elle n'avait pas compris comment fonctionnait la lecture, la structure d'un mot, et surtout, ce qui était le plus grave, c'était qu'elle était complètement bloquée dans ses apprentissages. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur d'échouer. Et ça, à l'école, elle ne faisait absolument plus rien, tellement elle avait peur. Et donc, on a travaillé avec elle pendant 5 jours pour la débloquer pour l'aider à comprendre la structure des mots. On l'a aidé aussi, elle a compris aussi ce qu'était le nombre.
Elle a compris, elle a même travaillé même au niveau des dizaines. On est allé vraiment très très loin. Et elle a été, et surtout, le plus important, c'est qu'elle a eu du plaisir à apprendre. Et c'est ce plaisir qui, pour nous, est le plus important. Parce que c'est comme ça qu'on peut apprendre, quand on a du plaisir à apprendre, pas quand on est forcé à apprendre. Ça a profité, par exemple, aussi à Julien, 18 ans, aucun handicap, mais en échec scolaire en terminale. Et là, il a profité de cours de mathématiques un peu spéciaux, où on a travaillé d'une manière vraiment très spéciale, en 2 mois, à raison d'1 heure par semaine. Il était complètement débloqué, et puis il a bien réussi, il a eu son bac, il est dans son école d'ingénieur avec prépa intégrée maintenant. Benjamin, qui a eu de l'épilepsie à la naissance et un syndrome génétique rare. Benjamin est venu au centre dernièrement parce qu'il avait, sa graphothérapeute nous a dit qu'il ne savait pas orthographier les mots. Il savait lire, mais quand on lui demandait d'écrire par exemple le chemin, il ne savait pas comment écrire chemin. Et donc on a travaillé avec lui sur l'analyse, la décomposition, la vocalisation, sur plein de choses. Ce qui fait qu'au bout de 5 jours, il a réussi à écrire ses premiers chèques tout seul. Et puis, il a écrit le mieux, c'est qu'il est allé jusqu'à commencer son journal personnel. Et encore aujourd'hui, maintenant, il le continue. Il est très fier de pouvoir écrire lui-même son journal. Ça a profité à Dora. Et là, j'aimerais remercier Frédéric, même s'il n'est plus là, parce que Dora, elle a eu un accident très grave il y a eu 3 ans auparavant, et avec un coma très profond. Et les médecins avaient dit qu'elle avait perdu 70% de son cerveau, carrément, pas des capacités. Et bon, elle est allée chez Frédéric et Gaze et elle a pu remarcher. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais sa maman m'avait téléphoné en disant, mais elle communique pas, je sais pas comment faire. Et en arrivant au centre, elle me dit, croyez qu'on peut encore en faire quelque chose. Et donc, on a travaillé, on a commencé par... elle nous a dit qu'il fallait recommencer tout à la base. On a recommencé tout à la base et puis finalement, je voyais qu'elle connaissait les couleurs, les formes, etc. Les images, elle les reconnaissait et j'ai essayé les mots et elle reconnaissait les mots, elle reconnaissait les phrases. C'était une fille qui savait encore lire. Donc, elle a pu recommuniquer, reprendre confiance en elle et puis comprendre un petit peu ce que c'était tout le travail important à faire était un travail de reconstruction aussi de sa personnalité, de lui montrer qu'elle était capable de réapprendre ce qu'elle ne savait plus faire. Et c'était vraiment fantastique de la voir heureuse. Donc ça, ce sont des progrès, ce sont des enfants qu'on a pu, des enfants et des adultes, des adolescents avec lesquels on a pu travailler. Il y en a tellement d'autres. Mais vous voyez qu'on ne fait pas tout ça seul, on travaille aussi avec les parents. Les parents aussi progressent, parce que nous, on considère que les parents doivent faire partie du système. Les parents assistent aux séances, on leur montre comment faire avec leur enfant. Si jamais c'est des ados qu'ils ne veulent pas, les parents, comme il y a des caméras dans les salles, les parents peuvent voir les séances par caméra interposée. Et le dernier jour, on leur montre des séances, comment ils peuvent faire, et c'est eux qui font. Et les parents, on leur redonne la place qu'ils méritent. Et c'est quelque chose de fantastique. Parce que c'est important aussi de pouvoir continuer le travail à la maison. Donc, tout le monde en profite. Les enfants, les adolescents, les adultes, quelle que soit la pathologie, quel que soit l'âge aussi. Les parents vont en profiter et les professionnels en profitent aussi parce qu'ils ont enfin des outils qui vont leur permettre de faire progresser donc, les personnes dont ils ont la charge. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, manière d'être. Ça, c'est le potentiel qu'on voit. Ce que les personnes montrent. Mais nous, on ne voit pas ça. Vous allez me dire qu'on va voir ce qui est en dessous de l'iceberg, hein, c'est ça? Non, parce que pour nous, c'est pas un iceberg. Les icebergs, il y a 90% en dessous. Pour nous, le potentiel est illimité en dessous. Et ça, c'est comme ça que nous voyons les personnes avec qui nous travaillons.
Et ce potentiel, notre but, c'est de le faire monter. Et c'est comme ça qu'on va arriver à travailler avec les enfants. On ne regarde pas la partie visible, on regarde derrière. Et on a des résultats fantastiques en les voyant de cette manière-là. Si un enfant ne comprend pas, on va, nous, se remettre en cause. On va se dire, bah, c'est parce que je ne t'ai pas bien expliqué. Et on va trouver la manière de l'atteindre. Et à chaque fois, on arrive à trouver des manières. On a une manière spécifique aussi d'enseigner. La manière spécifique, c'est ce qu'on appelle la médiation, qui est inspirée de Feuerstein. Et dans tous ces critères de médiation, par exemple, il y a une médiation de sens qui va nous permettre, nous, de motiver l'enfant, ou l'adolescent ou l'adulte. On n'attend pas que les personnes viennent chez nous motivées. On trouve des motivations parce qu'on estime qu'un enfant qui n'a pas le plaisir d'apprendre ne va pas pouvoir apprendre. Donc, on va leur donner ce plaisir d'apprendre en les motivant. Et pas en les motivant avec des récompenses, mais en les motivant par le plaisir de réussir. Et vous allez voir que ce plaisir de réussir est très spécial parce que c'est la suite. D'abord, comprendre déjà la métapédagogie. Donc, on se met entre l'apprenant et la tâche. On comprend la tâche, on l'analyse et on va dégager des processus. L'apprenant va mobiliser des fonctions cognitives, je vais en parler tout à l'heure. Et donc, on va travailler avec l'apprenant, avec donc cette manière d'être qui est la médiation. On va voir la différence. Et là, ça va être le cœur de notre méthode. C'est comprendre la différence entre le quoi et le comment. Le quoi, c'est le résultat. Si je vous demande de quoi vous vous souvenez quand vous étiez en troisième en histoire géo, je ne sais pas si vous allez réussir à remplir une page. Parce que ça, ce sont des résultats. Et les résultats, ils s'oublient. Ils s'oublient parce que s'ils ne sont pas réactivés régulièrement, on oublie les résultats. Par contre, les processus, faire du vélo, vous avez fait du vélo un jour, même si pendant 10 ans vous n'en faites pas, vous vous souvenez toujours comment faire du vélo. C'est pas du tout le même type de mémoire. Et donc, on va travailler, nous, sur cette mémoire procédurale pour travailler les processus. En fait, on va apprendre à apprendre. On va travailler sur les processus, pas sur les résultats. Et ça, ce processus, c'est quelque chose qu'il va pouvoir garder tout le temps, même quand ils rentrent chez eux. Nous, on va cibler donc le processus pour pouvoir avoir des résultats durables. On veut que l'enfant comprenne, pas qu'il apprenne par cœur. Ce processus, c'est le comment. Et ce comment va arriver naturellement au résultat. Et du coup, on va féliciter l'enfant. On va féliciter l'enfant pour le processus. Ce processus qu'on peut manifester par les fonctions cognitives. Parce que si vous félicitez pour un résultat, si jamais l'enfant il se trompe la fois d'après, il va pouvoir croire qu'il n'est pas intelligent. Et ça peut être vraiment très grave. Alors qu'on peut toujours féliciter pour un processus. Et du coup, ça change tout à fait la manière d'enseigner. Parce que quand on travaille sur le processus, l'enfant n'est pas en recherche de résultats, mais il est en recherche d'une stratégie pour arriver au résultat. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et ces stratégies, on les utilise avec les fonctions cognitives. Donc, il y en a 29. On travaille avec les fonctions cognitives tout petits, hein, on les montre aux enfants, pour leur faire prendre conscience de la manière qu'ils ont de raisonner. Et ça marche vraiment bien. On a parlé du corps avant, de l'intégration du corps, de se rendre compte comment est-ce que notre corps fonctionne. Quand je sais comment mon corps fonctionne, à ce moment-là, je peux être plus performant dans mon corps. Et bien, c'est pareil au niveau de notre cerveau. Si je sais comment mon cerveau fonctionne, je vais être plus performant pour travailler avec mon cerveau. Et c'est vraiment très, très fort. Et du coup, on a toujours une raison de féliciter l'enfant. Et l'enfant se sent toujours dans un climat de réussite. Et ce qu'on avait vu, par exemple, avec Raphaël, qui avait peur de l'échec, le fait qu'elle comprenne les fonctions cognitives, ça a été un déclic pour elle. Parce qu'elle a compris que réussir, c'est trouver la stratégie, c'est pas trouver le résultat.
Et donc, du coup, la position par rapport à l'erreur va complètement changer. Ce n'est plus l'erreur est source d'apprentissage. Nous, quand il y a une erreur, on est chouette, on va apprendre quelque chose. Et du coup, l'enfant n'a plus cette peur de faire des erreurs. Et il en fera de moins en moins. Mais c'est un processus naturel. Donc, on va repérer ces fonctions cognitives. Alors, des fois, elles sont émergentes quand on travaille avec des jeunes enfants, mais on va aussi les réparer, on va les solidifier, on va les développer, on va les renforcer et on va utiliser pour cela tous les domaines, donc toutes les intelligences au sens de Gardner. On va aller travailler aussi bien en verbal linguistique, c'est-à-dire avec des mots, avec que ce soit écrit ou que ce soit oral, ou alors en logico-mathématique, avec le nombre, avec le calcul, avec le raisonnement. On va l'utiliser avec le corps aussi, en kinesthésique. On va l'utiliser en intelligence naturaliste, c'est-à-dire avec ce que la nature nous donne, avec les classifications aussi. En visuel spatial, on va utiliser les images, on va utiliser la musique aussi, en musical rythmique, la musique, le rythme, les chansons. On va l'utiliser en intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire en échange avec les autres, mais aussi en intra, c'est-à-dire on fait réfléchir l'enfant sur sa propre manière de réfléchir. Et donc, ce fait, cette combinaison des fonctions cognitives avec ces différents domaines d'application donne des résultats fantastiques. Parce qu'on va utiliser des intelligences préférentielles de l'enfant pour le développer après toutes les autres. En plus, on a du matériel adapté, on a des outils inédits, j'en ai créé une vingtaine, qui sont vraiment spécifiques pour développer des fonctions cognitives. On a des méthodes de compréhension du nombre et des opérations qui est absolument inédite, et idem pour la lecture. Vous ne la trouverez nulle part. C'est une méthode de lecture qui porte vraiment ses fruits et que vous ne trouvez pas dans un livre. Et encore plein d'autres choses. Et donc, avec tout cela, on va travailler et sur l'intellectuel et sur l'émotionnel. Parce que pour nous, le cognitif et l'émotionnel sont étroitement liés. Vous avez vu l'exemple de Raphaël qui était bloqué dans ses apprentissages par la peur. La peur peut bloquer les apprentissages. Donc, on va travailler sur les deux. Mais en même temps, un enfant qui est fier de ce qu'il fait, et bien du coup, il va avoir envie de faire plus. Et on va lui proposer des choses de plus en plus difficiles. Donc, c'est un peu comme deux pièces d'une face transparente. L'un impacte l'autre et on va travailler sur les deux à la fois pour que chacun puisse renforcer l'autre. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi un impact au niveau physique. On a l'exemple de Leslie qui est venue à 5 ans, qui avait un problème moteur très, très important et qui ne communiquait qu'avec ses yeux. Tous ses membres étaient complètement spastiques, ils ne pouvaient rien faire. Et donc, on a travaillé quand même, parce qu'on ne s'arrête pas à ça. Et là, vous la voyez travailler la connexion avec son papa. Et ça, on en était déjà au 4. Et donc, elle faisait la connexion entre ses 4 doigts. Et puis les 4 trous qu'il y avait, les 4 doigts de son papa, on l'avait déjà vu sur des images, on avait vu ça avec 4 clochettes, on avait vu ça avec 2 parents et puis 2 enfants, avec des animaux, on avait vu avec des connexions avec des lettres entre elles. Donc on avait vu déjà la connexion c'est une des fonctions cognitives, de plein de manières différentes, et je lui explique, tu vois, ton cerveau aussi, il est connecté à ta main, et ton cerveau, il peut commander à ta main de faire des choses. Et d'un coup, elle s'arrête, elle regarde sa main, et puis elle bouge les doigts, elle regarde son père, et puis elle bouge la main. Elle avait compris ce que c'était ce principe de connexion et avait réussi à l'appliquer sur son corps. Et c'est quelque chose de fantastique. Vraiment, et c'est là qu'on voit que le potentiel est vraiment illimité. Jamais les personnes n'auraient pu croire qu'on puisse faire ça. Donc, on va proposer cette théorie de plein de manières différentes. On va la travailler en direct avec des enfants, des adolescents, des adultes.
Donc des fois, soit par des personnes qui sont formées, qu'on peut voir dans la semaine, soit en semaine intensive, une semaine de 5 jours, où là, on travaille en équipe. On travaille en équipe et on travaille. C'est un travail vraiment très très intense parce qu'en fait, on prépare ensemble, on établit des objectifs ensemble, on établit des intentionnalités communes, on se partage le travail. Du coup, chacun sait exactement ce que l'autre fait pour qu'il y ait une unité, parce que c'est important que les apprenants ressentent une unité dans tout ce qu'on fait. Et puis après, on se fait des feedbacks, on regarde ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire le lendemain, comment on s'adapte, etc. C'est extrêmement personnalisé. Donc ça, c'est des semaines où on travaille en équipe. Mais on fait aussi des formations de parents, des formations de professionnels. Il y a une formation de parents et de professionnels en ligne, et chacun peut le faire à son rythme, quand il veut. Mais en même temps, il y a du coaching personnalisé dans le sens que tous les mois, on a une réunion en ligne où les parents peuvent poser des questions et puis on y répond. Et donc, ça, c'est avec la vie de tous les jours, sans matériel, parce que souvent, les parents, ils n'ont pas le temps. Pour eux, c'est extrêmement dur de faire de travailler encore en plus, de préparer des séances. Et là, c'est une formation qui leur permet de se dire, ben voilà, on est en train de manger, comment est-ce qu'on peut utiliser l'heure du repas pour que ce soit une expérience éducative? Comment on peut utiliser l'habillement pour que ce soit une expérience éducative? Ou la promenade, ou faire des courses, ou faire la toilette, ou le fait de s'habiller, l'habillement. On utilise des expériences vraiment que les parents font tous les jours naturellement avec leurs enfants, en leur montrant comment on peut les transformer pour qu'elles deviennent, qu'elles soient un bonus pour l'enfant et qu'elles puissent en retirer quelque chose. Donc ça, c'est une formation en ligne. Après, il y a des formations aussi plus poussées, en présentiel ou en distanciel maintenant, où les personnes peuvent le faire à partir de chez elles. Et donc, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on voit tellement, on travaille beaucoup sur le bien-être physique des enfants, mais quand on voit les enfants qui en fait enfin comprennent et puis se développent d'une manière intellectuelle et ont un sourire et commencent la lecture et voient que des choses qui leur paraissaient totalement inaccessibles, qu'ils voyaient chez leurs frères ou sœurs qu'ils faisaient à l'école, et bien qu'ils voient qu'eux aussi peuvent le faire, ça change tout. Et on voit des sourires, on voit un bien-être, et c'est quelque chose pour nous qui est extrêmement important. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça parce que c'est quand on voit un enfant qui progresse en peu de temps, quand on voit qu'il progresse et qui change tout, quand on voit les parents qui voient leur enfant avec un œil différent, qui voient que l'enfant est transformé. Et pourquoi il est transformé? Parce que les parents voient aussi leur enfant sous un autre œil. Et vous connaissez sûrement le Pygmalion, l'expérience de Pygmalion, l'effet Pygmalion, qui montre, je ne vais pas tout détailler, mais en fait, le préjugé qu'on a sur l'enfant, la manière dont on regarde les apprenants va influer sur leur manière de réussir ou non. Ce qui fait que quand les enfants qui sont différents, ce sont des éponges. Ce sont des éponges, et comme ce sont des éponges, ils vont encore plus ressentir. Et si l'adulte en face d'eux ne croit pas en eux, ces enfants-là, ils perdent souvent toutes leurs possibilités et ils ne peuvent plus montrer ce qu'ils savent faire. Donc, ce qui est important, c'est s'il y a une chose que vous pouvez retenir et déjà faire maintenant, c'est voir le potentiel qui est caché, considérer vos enfants avec un œil de oui, tu peux y arriver, avec de la foi, et puis à ne plus leur mettre d'étiquettes. C'est quelque chose qu'on doit refuser absolument. Vous avez souvent des professionnels qui mettent des pronostics, qui mettent des étiquettes, n'arrivera pas à faire ci, n'arrivera pas à faire ça. Ne les écoutez pas. Écoutez ce que vous ressentez, parce que c'est ça le plus important. Et vos enfants comptent sur vous. Et je vous remercie pour votre écoute. Je suis là maintenant pour vos questions.
Alors, tout dépend de ce que vous faites. Elle se fait par module, mais de toute façon, la formation en ligne est préliminaire. Parce que c'est important de savoir déjà faire les choses en ligne. Donc, il y a des formations en ligne préliminaires. Et après, ça c'est par module de 5 jours. Mais là, pour l'instant, je faisais 5 jours consécutifs, mais je vais les faire un jour par semaine pour avoir le temps d'intégrer. Mais je vous tiendrai au courant, il suffit de m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées. Si vous ne les trouvez pas, j'ai des cartes de visite que je peux vous donner. Oui. Alors, moi, j'utilise des outils Montessori, j'utilise beaucoup de choses, mais avec la métapédagogie. En fait, il y a beaucoup d'outils qui sont très bons. Seulement, quand vous avez un enfant qui a de grosses difficultés, espérer que juste des outils vont l'aider, c'est pas possible. D'accord? Donc, il y a une manière spécifique de les utiliser. Donc, moi, je prends tout ce qui est bon. Donc, les outils Montessori, je les aime beaucoup. Je les utilise, mais avec une manière spécifique. Je leur montre avec les fonctions cognitives, avec la médiation. Merci à vous, Madame Meyer.